bien, bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le voyez et comme promis, nous sommes à l'aéroport de Roissy. Je suis en excellente compagnie avec mes deux collègues de la police aux frontières de Roissy. Et je voudrais profiter de cette occasion d'être ici et d'être avec des collègues de la PAF pour rendre un hommage appuyé, très appuyé même, à l'action de ce matin à la gare du Nord, l'action des deux collègues de la police aux frontières et du collègue de la préfecture de police qui ont permis de stopper une attaque au couteau et ce qui illustre notre mission et évidemment le sens de celle-ci. Alors tout d'abord, je voudrais vous présenter Julien Gentil, qui est le chef de la police aux frontières des aérodromes. Absolument. Bonsoir Julien. Bonsoir Sonia. Et Mathieu, qui est avec nous et qui est expert en fraude documentaire et qui est notre spécialiste de terrain. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et qui est brigadier de police. Alors tout d'abord, on va vous présenter les missions de la police aux frontières, en commençant par toi peut-être Julien, pour nous expliquer quelles sont les missions de la PAF dans un aéroport comme celui-ci, et si tu peux nous quantifier, nous donner une idée du volume de passagers qui transitent ici. Alors, la direction des aérodromes parisiens, ça comprend 3 aérodromes. Ça comprend l'aérodrome de Roissy, celui d'Orly et l'aérodrome d'affaires du Bourget. Donc en fait, c'est un ensemble administratif qui gère la police dans ces 3 aérodromes. Alors évidemment, les 2 plus gros sont Orly et Roissy. Et on y assure, pour parler simplement, 2 missions principales. Une mission, on va dire, de sécurité publique, c'est-à-dire le commissariat de l'aéroport, pour traiter tout ce qui peut se passer dans l'aéroport, en termes de police, les plaintes, les pertes éventuellement de documents, les personnes disparues, etc., etc., comme dans un commissariat, j'allais dire, normal. Et d'autre part, on y assure le contrôle à la frontière, comme notre nom l'indique, contrôle police à la frontière égale contrôle à la frontière. La spécificité, c'est qu'évidemment, en termes de volume, ce n'est pas un commissariat ordinaire ou ce n'est pas une frontière ordinaire, parce que les aérodromes parisiens, c'est un fleuron de l'industrie nationale, de l'économie nationale. C'est le premier aéroport d'Europe en termes de volume de passagers, puisqu'il passe en année normale plus de 100 millions de passagers par l'ensemble de ces trois plateformes. Et d'autre part, on a, c'est la première frontière de l'Europe, puisque c'est le premier point de l'entrée de l'espace Schengen. Donc on contrôle en plus les voyageurs pour l'ensemble des pays européens, des voyageurs qui arrivent par ici. Alors un gros volume, je comprends, donc sécurité générale, première mission, deuxième mission, contrôle aux frontières, sur quasiment 100 millions de voyageurs qui transitent et qui doivent passer le plus rapidement possible. Donc peut-être que tu dois traiter des impératifs qui peuvent être contradictoires, de rapidité, mais de contrôle exigeant et rigoureux. C'est ça. En fait, le challenge, c'est cet enjeu contradictoire qu'on a de faire un contrôle intégral en fait, des voyageurs, en tout cas des voyageurs qui sont soumis à contrôle, des voyageurs internationaux, qui doivent tous passer en fait, par un contrôle, au minimum, au contrôle des fichiers de police et des pièces de voyage, d'une part, et d'autre part, globalement, il faut que pour des raisons d'exploitation commerciale et des raisons de contraintes techniques des aéroports, parce que les correspondances ne doivent pas être trop longues, les avions doivent partir à l'heure, etc., etc., donc le tout dans un temps, j'allais dire, le plus raisonnable possible. Alors on y arrive globalement, puisqu'en fait, 90% des voyageurs passent les contrôles en moins de 20 minutes. Après, 90% des voyageurs, sur 100 millions de voyageurs, ça veut dire qu'il reste 10 millions de voyageurs qui peuvent passer dans des temps un petit peu supérieurs. Donc vous voyez qu'on a des marges de travail, des marges de progrès, parce que les proportions c'est une chose, mais les valeurs absolues sont énormes en fait ici. Les valeurs absolues sont énormes. Effectivement, 10% de 70 millions sur Roissy et le reste sur Orly, ça représente énormément de monde. Même si 90% passent en moins de 20 minutes, il reste quand même une marge sur laquelle le moindre grain de sable peut entraîner des embouteillages en quelque sorte. Exactement. Et justement, des embouteillages en termes de contrôle. Alors, je me tourne vers vous, Mathieu. Contrôle, alors il y a 2 types de contrôle, un contrôle en première ligne et puis un contrôle en deuxième ligne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces contrôles? Alors, la première ligne, c'est ce que vous pouvez voir derrière nous. Donc, c'est les collègues que vous avez peut-être déjà croisés quand vous avez voyagé. Donc, ils contrôlent les documents de voyage, comme le précisait le directeur, les conditions d'entrée et les fichiers de police. Notre part à nous, en seconde ligne, en tout cas dans le bureau fraude documentaire dont je suis responsable, c'est lorsqu'il y a un doute sur un document en première ligne, il est transféré en seconde ligne et à nous d'analyser ce document et de l'expertiser.
C'est ça, c'est que la plupart en fait des voyageurs passent la première ligne sans difficulté, C'est ça, oui. mais la deuxième ligne est là pour assurer derrière Tout à fait. le second contrôle, le cas échéant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites lors de ce contrôle en deuxième ligne? Et je voudrais préciser pour ceux qui nous écoutent de ne pas hésiter à nous poser des questions. Évidemment, c'est le but du live en direct et nous y répondrons juste après notre présentation. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions en direct. Alors Mathieu, donc vos contrôles en seconde ligne? Alors, en seconde ligne, si c'est un doute sur les conditions d'entrée, il y aura des vérifications faites sur les conditions qui posent problème, une réservation d'hôtel, etc. Pour la fraude documentaire, on va vraiment analyser en profondeur le document qui va nous être présenté. Donc, on va vérifier toutes les sécurités de ce document. On a du matériel pour ça, pour analyser tout ça. Et on essaye de faire ça aussi le plus vite possible parce que seconde ligne, ça ne veut pas dire faux document. Donc, il y a des gens qui attendent. Donc, on essaye d'optimiser nos contrôles pour détecter les faux. Alors justement, parce que je crois savoir que vous êtes formateur également, Oui, également. anti-fraude et fraude documentaire en Oui. fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être plus en détail de ce que vous recherchez précisément ou de nous donner des exemples, des illustrations d'une affaire, d'un document qui vous a marqué, qui aurait été falsifié? Oui, alors les documents de voyage sont normalisés. Il y a des règles à respecter, il y a ce qu'on appelle des sécurités de base, des sécurités supplémentaires. C'est ça qu'on aborde en formation notamment. Et donc nous, on est chargé de vérifier ces sécurités. Donc documents qui m'ont marqué, alors à Roissy, il y en a énormément. Pour exemple, donc, dans notre base de données, nous on a environ 5000 documents qu'on garde pour la formation, pour notre base de données. 5000 documents qui vous servent Ouais. pour vous entraîner. Et c'est un flux continu, c'est-à-dire que on enlève, c'est un peu comme des cartes Pokémon, hein. Quand on a des doubles, on s'en débarrasse, on prend les nouvelles tendances. On partage aussi ces infos-là avec nos collègues de première ligne quand on détecte des faux. Des fraudes qui m'ont marqué, celle qui m'a marqué le plus, je dirais que c'est l'année dernière des faussaires qui ont été sur des passeports de toute nationalité ou sur des titres des cartes d'identité, surimprimer leur photo, enfin la photo de la personne qui souhaitait passer par-dessus la photo de l'ancien titulaire, de façon très fine. Et donc il n'altérait que très peu le document, et donc c'est assez difficile à détecter. Donc voilà. Et c'est une fraude qui s'est répandue ensuite, on s'est rendu compte qu'en Europe, etc., c'est une fraude qui s'est répandue. D'accord. Intéressant. Du coup, est-ce que vous savez combien de sécurité il y a sur ces documents? Il y en a plusieurs centaines. C'est variable, ouais, c'est variable. Les variable sécurités selon de les base, documents. c'est restreint, mais après, les sécurités supplémentaires, ça dépend des documents, des pays, des choix qu'ils font, aussi bien industriels que. Enfin, c'est tout un. Et on tend de plus en plus de sécurisation des documents de voyage? Oui, et on tend aussi à dématérialiser aussi, mais et à de plus en plus dématérialiser les sécurités. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire dématérialiser les sécurités? Par exemple, pour commencer, par exemple, les puces qui sont dans nos passeports, Les puces biométriques, une partie de la dématérialisation. D'accord. Et puis au fur et à mesure, on va peut-être avoir notre passeport dans notre smartphone. Qui sait. Très bien. Alors vous le faites à l'œil nu, vous le faites avec des outils, Oui. et vous le faites aussi avec des instruments spécialisés, non? Oui, tout à fait. Cette détection? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, bien sûr. Donc, à l'œil nu déjà, il faut savoir qu'on contrôle une majorité de documents authentiques, donc on s'y habitue, on reconnaît. Donc, quand on a un doute, ça nous attire souvent l'œil. Donc là, on utilise du matériel, j'en ai pris avec moi. On utilise, alors c'est pas compliqué, hein. Alors ça, c'est une loupe, tout simplement, qui grossit 15 fois. Et à l'intérieur de laquelle il y a différentes lumières, alors je ne sais pas si on les verra à l'écran, mais des lumières rasantes, des lumières ultraviolettes, etc., qui nous permettent de vérifier les sécurités qui doivent apparaître dans le document. Donc c'est vraiment l'expertise. Voilà. Et ensuite, pour aller vraiment plus loin, dans notre bureau, on a du matériel, j'allais dire presque de police scientifique. On a ce qu'on appelle, en termes un peu barbares, un comparateur vidéo spectral, mais c'est ni plus ni moins qu'un énorme micro-ondes dans lequel il y a une tonne de lumières différentes qui nous permettent donc d'analyser le document sous toutes ses coutures, et puis voilà, de détecter les faux, puis en plus de ça, de faire des clichés pour faire des alertes et partager l'information, parce que c'est indispensable,
de diffuser les fraudes, parce que c'est qu'une histoire de tendance. Hein. On va voir une fraude, elle va s'arrêter, on en verra une autre, etc. Et on réagira comme ça. Et du coup, vous diffusez en fait cette information aux collègues de première ligne Oui. qui, eux, vérifient très rapidement les passeports et les premières sécurités. Tout à fait. Eux, ils ont le réseau interne à Roissy qu'on alimente directement. Donc en 2 clics, ils ont accès à toutes ces informations-là. On relaie également ce qu'on reçoit de la centrale, qu'on reçoit de nos collègues un peu partout en France ou en Europe. Et puis nous, on rediffuse aussi pour que ça soit relayé ailleurs. Merci Mathieu. Alors Julien, combien de policiers ici à Roissy, qui est quand même l'aéroport le plus grand en Europe? Alors à Roissy même, il y a 1700 fonctionnaires à peu près 700 à Orly. Et donc en revanche, évidemment, tous les policiers ne s'occupent pas de la ligne, puisque comme j'ai dit, on a pas mal de missions. Mais en gros, l'ensemble de ce qu'on appelle la division du contrôle transfrontière, donc qui s'occupe du contrôle de la frontière et de tout ce qui dépend du contrôle de la frontière, la première, la deuxième ligne et tous les accessoires, j'allais dire, ça représente à peu près 1000 fonctionnaires. Oui, parce que Roissy est un hub international très important, premier aéroport d'Europe. Orly est un petit peu plus restreint, plus petit, enfin en tout cas moins de transit de passagers. Et moins de voyageurs internationaux. Très bien. Alors du coup j'en viens un petit peu aux enjeux et aux perspectives à venir, parce que là en ce moment il y a encore des restrictions, il y a encore des fermetures, tu vas nous expliquer ça. Quelles sont les perspectives, en plus avec les grands événements qui vont se dérouler prochainement? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ces perspectives? Tout à fait. Alors la première étape dans ce qui nous attend pour l'année 2023, c'est le redémarrage complet, si je veux dire, de l'activité, le retour, si j'ose dire, à l'activité à peu près de 2019, puisqu'on est encore, pour ce qui est de Roissy et pour les voyageurs internationaux, à peu près à 10% en dessous. Parce que comme tout le monde l'a noté, notamment dans l'actualité internationale récente, la Chine en particulier n'avait pas repris complètement son trafic et l'Asie n'a pas encore complètement repris son trafic. Donc on attend un apport en fait non négligeable, en fait relativement rapidement, puisqu'on voit que globalement la crise sanitaire va sortir en fait par la cessation en fait de la politique zéro Covid. Donc ça c'est la première étape. Donc on attend probablement un été qui va être probablement assez fortement chargé de ce point de vue-là. Première épreuve, si j'ose dire, qu'on va devoir affronter, c'est les échéances de la Coupe du Monde de rugby pour 2023, puisque là on va avoir des voyageurs spécifiques, des délégations, etc. Donc ce type en fait de grands événements a un impact sur le fonctionnement de l'aéroport, parce qu'en ce moment on a des voyageurs spécifiquement qui viennent spécifiquement pour les événements, mais en plus on a des délégations, des équipes de sport, etc. Donc il y a plein de transits spécifiques en fait à gérer. À la rentrée 2023, effectivement. À la rentrée 2023, et ça va être le galop d'essai, ou le ballon d'essai, elle était facile, pour les Jeux Olympiques 2024, où là on va avoir à la fois un événement alors, de beaucoup plus grande ampleur encore, avec énormément de délégations sur des périodes en fait très très ramassées, donc avec des trafics probablement extrêmement intenses, et une réouverture technique en plus complète de l'aéroport, pour toutes sortes de raisons techniques internes. Il y a des aérogares qui étaient en réfection, et donc on va réouvrir tout ça. Parce qu'il faut bien voir que, vu la complexité de l'aéroport, on a énormément de lignes frontières armées. Il y en a une derrière nous, c'est les arrivées du terminal de Zeu. Il y a naturellement des départs, mais aussi il y a plein de lignes correspondances. En fait, sur Roissy, il y a 4 lignes frontières, et sur Roissy, on a plus de 20 lignes frontières à équiper. Donc chaque ligne frontière, il faut qu'elle ait ses gardes frontières, il faut qu'elle ait ses superviseurs, il faut qu'elle ait son poste de police pour pouvoir traiter les affaires, etc., etc. Donc tout ça, en fait, a un coût incontestable, non négligeable en hommes et en moyens. Donc en gros, tu t'attends à cette année et l'année prochaine à un afflux de voyageurs très important, d'où, j'imagine, certains besoins en recrutement. Voilà. Alors on a exactement, et ça tombe bien, on a effectivement une campagne de recrutement dans plusieurs domaines à opérer. Alors l'originalité en fait de cette campagne de recrutement, c'est la première fois en fait qu'on va recruter des personnels autres que des policiers, qui vont s'appeler des assistants contrôle frontière. Et donc on a ouvert un recrutement de 255 postes pour les 2 aéroports parisiens, de personnes qui auront un rôle de contrôle frontière de première ligne, en accompagnement et en complément en fait des policiers qui exercent cette mission actuellement. Et raison pour laquelle on fait appel aux bonnes volontés, les personnes qui peuvent être intéressées, qui seront recrutées en fait par nous sur des contrats, ce sera des contrats actuels, des contrats de 3 ans renouvelables, et qui seront formés aussi par nous évidemment, puisque c'est un métier spécifique que
personne ne peut connaître. Donc, bien sûr. Donc un recrutement assez important d'assistants contrôle frontière. Combien de postes? 255 postes pour la région parisienne. 255 postes, d'accord, pour la région parisienne. Donc assez intéressant pour ceux qui veulent un petit peu se spécialiser, connaître, découvrir, avoir un travail et dans ces conditions qui sont tout à fait spécifiques dans les aéroports et particulièrement ici à Roissy. Mathieu, vous allez avoir de nouveaux collègues qui vont arriver en masse manifestement. Avec plaisir. Quelles sont selon vous les qualités qu'il leur faut pour postuler pour être assistant contrôle frontière? Il faut qu'ils soient motivés, curieux, physionomistes parce qu'ils vont contrôler énormément de gens. Et donc la première des choses, on n'en a pas parlé, mais c'est de s'assurer que la personne qui se présente à vous, que ce soit bien la même qui est sur le passeport, évidemment. Effectivement. Je ne sais pas si c'est une qualité, mais il faut être de nationalité française. Ne jamais faire l'économie d'une évidence. Casier vierge, évidemment. Et il n'y a pas de diplôme requis. Pas de diplôme requis, d'accord. Donc c'est un recrutement qui est assez large qui est ouvert dans les 3 ans à venir pour vraiment armer soutenir en fait les missions des PAFistes, comme exactement. on dit dans notre jargon, donc des collègues de la PAF sur cette mission spécifique et puis sur l'aéroport en particulier. Tout à fait. Très bien. Alors, on va peut-être enchaîner pour ensuite répondre aux questions. Alors, je vois que les questions affluent et elles sont assez nombreuses, donc on va y répondre. N'hésitez pas à nous répondre et on essaye de les prendre de manière la plus exhaustive possible. Alors, juste avant de passer aux questions, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que quand on est arrivé jusqu'ici, on a vu un certain nombre de choses dans l'aéroport, on a vu aussi une certaine modernité des outils de la police aux frontières, des outils qui sont mis à disposition des collègues et qui sont mis à disposition des policiers. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement de ces outils? Alors oui, comme vous imaginez, le contrôle à la frontière s'est modernisé comme dans les dernières années, puisque du coup, il y a le contrôle traditionnel qui est toujours fait en fait par les fonctionnaires. Mais les fonctionnaires eux-mêmes donc déjà ont un outillage particulier maintenant, ce qu'on appelle l'application contrôle transfrontière, qui va leur faciliter, si j'ose dire, le contrôle et interroger l'ensemble des fichiers de police en un seul coup, en fait. La deuxième grande nouveauté, mais que les voyageurs ont déjà pu voir, c'est, il y en a une partie qui sont ouverts au fond de l'image, c'est les SAS dits PARAF, qui sont les SAS automatiques en fait, de passage à la frontière. Alors, ils ne sont pas disponibles pour l'ensemble des voyageurs, parce que certains voyageurs sont soumis à des règles d'entrée sur le territoire européen qui sont relativement strictes et qui doivent être vérifiées en fait, par un garde-frontière. Mais tous les voyageurs européens, les voyageurs nationaux bien sûr, et certains voyageurs en fait, étrangers sont ce qu'on appelle éligibles au SAS PARAF, et donc peuvent passer par un contrôle automatique, ce qui naturellement facilite à la fois, leur rend le temps de passage aux frontières beaucoup plus rapide, et nous allège la tâche, puisqu'il faut qu'un fonctionnaire de police pour 5 SAS PARAF, alors que sans ça, il faut un fonctionnaire pour une aubette de contrôle. Oui, une automatisation qui est bienvenue. En gros, il suffit de poser son passeport. Voilà, il faut passer son passeport et les contrôles de fichiers se font automatiquement, la reconnaissance faciale se fait et le voyageur passe par un SAS en fait de manière assez rapide. C'est les SAS qui sont là-bas et qui sont ouverts aux ressortissants de l'Union européenne ou à certains voyageurs étrangers, américains, canadiens, etc. Un ensemble de voyageurs qui ne sont pas soumis à visa, pour lequel il avait été jugé que le risque migratoire était peu élevé. Très bien. Dernier outil qu'on utilise au quotidien, alors qui est un outil pour la supervision des lignes. Comme vous imaginez, et je pense que les voyageurs, en tout cas s'il y en a qui nous écoutent, ils savent que une des contraintes en fait, de l'aéroport, c'est justement les différents temps d'attente aux différentes étapes en fait, d'arrivée de l'aéroport. Il y a la ligne frontière, il y a l'inspection filtrage, qui est une autre mission qui est délégué à des opérateurs privés maintenant, il y a l'enregistrement des compagnies, etc. Donc on a en fait un dispositif de supervision de l'ensemble en fait, des fils de voyageurs qui nous donne quel est le temps d'attente actuel. Alors là, il n'y a pas beaucoup de voyageurs, donc c'est pas très spectaculaire. C'est du monitoring en temps réel. C'est du monitoring en temps réel qui nous donne le temps d'attente actuel, le temps d'attente potentiel dans la prochaine heure, qui nous donne la tendance en fait, à la montée, et qui nous permet aussi de visualiser quel est l'état en fait de la ligne frontière, c'est-à-dire est-ce que où sont les voyageurs, combien il y a de voyageurs, combien on a de fonctionnaires qui sont positionnés dans les différentes aubettes de contrôle. Si on voit par exemple que le tendanciel est particulièrement élevé sur une ligne et que manifestement la thrombose est en train d'arriver, ça nous permet de prendre des mesures correctives, d'amener des renforts, de basculer
les effectifs d'un endroit où il y a peu de temps d'attente vers un endroit où il y a beaucoup de temps d'attente, etc. C'est un outil qui est très très utile, qui nous permet quand même d'optimiser en fait nous-mêmes la position des personnels, puisqu'en fait à la même heure dans l'aéroport il peut y avoir des lignes où il n'y a pas de passagers, des lignes où il y en a plein. Alors quand elles ne sont pas trop éloignées, on peut basculer les gardes frontières de l'une vers l'autre. C'est extrêmement intéressant parce que du coup, de ton bureau par exemple, exactement, qui est à l'autre bout de l'aéroport, tout à fait. Tu peux tout à fait considérer qu'il n'y a pas assez de personnel ici pour accueillir les voyageurs parce que ta tablette te dit qu'il y a temps d'attente. C'est ça. Et appeler les collègues en renfort pour aller sur place directement. Concrètement, c'est voilà, heureusement. Et alors évidemment, il y a un dispositif permanent de supervision. Évidemment, je ne le fais pas moi-même tous les jours parce que c'est organisé. Il y a tout un système de supervision qui fait qu'il y a ce qu'on appelle les coordonnateurs et qui gèrent toute la journée en fait la fluidité sur les lignes. Donc ça fait partie de notre travail. Alors c'est pas toujours parfait, on a conscience qu'il y a des fois les gens sont obligés d'attendre parce que parfois il y a énormément de voyageurs et que quand il y a beaucoup de voyageurs parfois c'est pas possible d'éviter l'attente, mais en général on essaie d'optimiser ça pour que l'expérience voyageur soit la meilleure, puisqu'on fait partie de la communauté aéroportuaire et on a vocation à faire que ça marche le mieux possible. Comme je l'ai expliqué, c'est une grosse machine et qui est très compliquée à faire marcher. Très bien. Et puis on a parlé déjà tout à l'heure des outils spécialisés que vous utilisez, Mathieu, notamment pour votre expertise documentaire et à la fraude documentaire. Alors on va passer tout de suite aux questions. Puis à la première, quelle est la différence entre la police nationale et la police aux frontières? Alors, Julien, je vais te laisser répondre. Juste vous dire en chapeau que la police aux frontières est une partie intégrante de la police nationale, qui est le chapeau générique des missions et des différentes missions de police. Exactement. Donc les policiers aux frontières sont des policiers nationaux. Donc c'est une direction spécialisée de la police nationale. Et on peut passer, j'allais dire, des compagnies républicaines de sécurité à la sécurité publique, à la police judiciaire et à la police aux frontières. J'ai fait déjà 3 directions différentes. Donc on fait partie en fait de toute la famille police nationale, les mêmes grades, les mêmes personnels, les mêmes... Voilà. Exactement. Socle de formation commun et spécialisation selon nos goûts, selon nos parcours, selon nos envies, selon notre choix géographique par mission. En l'occurrence, ici, on est sur la mission police aux frontières. Alors, on a une question qui est assez intéressante. Quelles sont les missions des réservistes à la PAF? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Absolument, on a quelques réservistes. Peut-être s'il a déjà travaillé avec un réserviste. Alors on en a quelques-uns, on a quelques réservistes. Par principe, les réservistes peuvent exercer toute une série de missions, évidemment. On a des moniteurs de tir qui sont des réservistes, puis qui sont d'anciens moniteurs de tir, donc c'est des réservistes, j'allais dire, retraités de la police. En revanche, on a des réservistes nouvelle mode, c'est-à-dire qui ne sont pas d'anciens policiers, des réservistes de tout âge. Ils ne sont pas encore très nombreux et pour l'instant, les réservistes qu'on a recrutés sont utilisés comme garde-frontière en première ligne. Très bien. Donc ils ont une formation spécifique. Exactement, on les forme spécifiquement à ça. Et on est très preneur de réservistes, notamment chez des étudiants ou des personnes en fait, qui souhaitent un travail de complément ou un travail temporaire. Par exemple, on a énormément de travail pendant les vacances, c'est l'inverse de tout le monde. On travaille pendant les périodes de vacances, pendant les week-ends, pendant les grandes vacances. Donc c'est le job étudiant idéal, il s'inscrit à la réserve et après on aura un emploi très souple en plus pour la personne qui le fait et très souple aussi pour nous. Donc en fait on a lancé aussi, alors dans nos campagnes de recrutement si j'ose dire, on a lancé des appels au travers des CROUS pour pouvoir essayer de recruter des réservistes jeunes et motivés qui sont intéressés par un travail Alors, je précise que la original. Réserve opérationnelle de la police nationale est créée depuis mars 2022. Vous pouvez vous inscrire et candidater sur devenirpolicier.fr pour faire partie intégrante de cette réserve opérationnelle. Et si vous souhaitez la PAF, pourquoi pas intégrer les premières lignes, les contrôles en première ligne de la PAF. Là, c'est pour quelques vacations à raison de 90 jours par an maximum. Mais si vous souhaitez poursuivre dans cette voie, il y a ces fameux recrutements d'assistants contrôle frontière qui arrivent massivement et que l'on peut avoir sur la plateforme AeroWorks qui vous oriente ensuite vers le service compétent de la police aux frontières. Mathieu, vous avez déjà travaillé avec des réservistes? Du coup, oui, comme avec nos collègues de première ligne. Quand ils ont un doute, ils viennent nous voir. Et puis, on les a reçus également en formation. Donc, combien de temps de formation quand ils arrivent pour leur montrer les bases du contrôle? Alors, la formation, je dirais, initiale, c'est environ, pour la fraude documentaire, environ 2 jours et demi. Après, il y a aussi de la réglementation, c'est un gros pavé également.
Donc je pense que ça nécessite environ une semaine de formation. Ouais, c'est 2-3 semaines complètement, parce qu'on les reprend, voilà. Sur 3 semaines d'intégration totale. Alors, on a une autre question, je pense que c'est un collègue qui nous la pose. On entend les rappels de l'aéroport de Paris pour attirer l'attention des passagers, du coup la nôtre, excusez-nous. Comment intégrer la PAF quand on est soi-même déjà gardien de la paix? Alors Mathieu, comment vous avez fait? Mais moi je suis première affectation à Roissy, donc je ne suis pas le bon exemple. Je suis sorti d'école à Roissy. Mais sinon, mouvement de mutation classique, permutation. Si la personne qui pose la question, si elle est dans la police, elle doit connaître toutes les voies. Tout mouvement de mutation, on passe le concours de gardien de la paix, on passe l'école, on a une scolarité d'1 an désormais à l'École nationale de police, puis on fait en général 2 ans en sécurité publique et éventuellement sur ce qu'on appelle les télégrammes d'affectation, on choisit la spécialité que l'on souhaite en fonction évidemment des postes qui sont disponibles et notamment à la police aux frontières. Alors, on a une autre question, les fonctionnaires dans les aubettes font que du contrôle en statique ou font-ils aussi des patrouilles dans l'aéroport? C'est-à-dire, sont-ils polyvalents finalement? Est-ce qu'un policier aux frontières en première ligne reste tout le temps en première ligne ou ont-ils une possibilité de polyvalence et de bouger sur Ça dépend des jours. Les jours où il y a énormément de voyageurs, la plupart du temps, ils vont rester quasiment toute la vacation complète en aubette, alors avec des pauses, parce que c'est 11h08 de vacation, donc 11h08 en aubette avec beaucoup de voyageurs, c'est quasiment intenable physiquement parce que ça demande une attention. Enfin, Mathieu, il a dû le faire et à mon avis, c'est pas possible. Donc du coup, ils ont des pauses, etc. Mais ils peuvent avoir des vacations entières en aubette. En revanche, évidemment, sur des journées plus calmes ou autres, les fonctionnaires peuvent aller faire des missions, récupérer quelqu'un à l'avion. On fait énormément de missions très spécifiques. Ils peuvent traiter un dossier, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi se retrouver à... il y a une fiche de recherche, ils vont interpeller une personne, ils vont l'amener en deuxième ligne, ils vont eux-mêmes traiter une partie du dossier. Ils peuvent aussi, si la journée est calme et effectivement qu'on a besoin, ils peuvent se retrouver à patrouiller, faire de la sécurisation. Etc., etc. C'est des policiers de plein exercice, donc ils constituent notre première ligne en termes de réponse antiterroriste, etc., etc. Donc ils sont entraînés comme un policier complet. Malheureusement, ça dépend des jours. En fait, c'est variable. Oui, j'imagine, ça dépend. Voilà, pendant les grandes vacances, c'est plus souvent à l'aubette que dehors. Effectivement, voilà. Je comprends. Alors, on a une question, je pense, d'un usager. Justement, on m'a volé ma carte d'identité. Avez-vous un moyen de vérifier si elle vous est présentée, de savoir si elle est volée ou pas? En fait, je pense que c'est quelqu'un qui a été victime d'un vol dit de carte d'identité et qui a peur que sa carte d'identité soit usurpée et utilisée pour voyager à l'étranger. Mathieu, le spécialiste. Alors déjà, il faut qu'il déclare la perte de sa carte d'identité, ça c'est le plus important. Et le vol. Et surtout le vol. Et ou le vol, bien sûr. À ce moment-là, sa carte d'identité, son numéro ainsi que son identité sera dans nos fichiers. Donc oui, effectivement, on a les moyens de le voir puisque à chaque contrôle, le document est scanné et les fichiers sont interrogés. Donc on aura ce qu'on appelle un hit positif, on saura que la carte d'identité est volée. Et deuxième chose, la personne qui lui a volé cette carte-là, elle ne lui ressemble pas forcément. Donc même sans fichier de police finalement, et bon je parle un peu de ma matière, mais soit il va l'usurper et donc ça sera 2 personnes différentes, soit il va devoir la falsifier, il va devoir frauder cette carte, et là normalement tous mes collègues seront en mesure de le détecter. En tout cas ils viendront nous voir au pire des cas, s'ils ont un doute. Voilà. Très bien. Donc oui, on a les moyens de le voir. D'accord, merci de ces explications. Alors il est temps de clôturer, de terminer notre live en clair. Je vous remercie de votre écoute qui est nombreuse, me dit-on. Je vous retrouve donc dans 1 mois sur un nouveau live en clair. Et encore une fois, un hommage appuyé à nos collègues et l'intervention de nos collègues de ce matin, des 2 de la PAF et de la préfecture de police, pour leur action véritablement remarquable pour l'arrêt de l'attaque au couteau de ce matin à la gare du Nord. Prompt rétablissement à eux. Je vois qu'on me dit qu'il y a beaucoup de merci pour l'organisation de ces lives. Et moi, je remercie tous ceux qui m'accompagnent, qui m'aident à le construire et évidemment à mes collègues de chaque unité spécialisée pour faire en sorte de vous apporter beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications sur l'émission et de vous retrouver sur le terrain en toute protection pour vous.
Voilà, à bientôt, bonne soirée et à dans un mois pour un nouveau live en clair.